parlementaire s'oppose dans le 29 octobre 1959. En effet, dès cette date, l'Assemblée législative du Cameroun confie à M. Amadou Ahidjo, Premier ministre camerounais, les pleins pouvoirs grâce à la puissance coloniale qui a travaillé tous les chemins mentaux des colonies. La présidence de M. Amadou Ahidjo à celle de son successeur, M. Paul Biya. Le constat général permet de dire, en se retenant aux hypothèses que l'analyse ne permet pas d'affirmer que des politiques publiques sont élaborées de manière participative pour promouvoir la gouvernance démocratique et la sécurité des citoyens dans le système de sécurité camerounais. En effet, on peut noter que l'essentiel des textes dans le domaine de la défense de la sécurité nationale est pris par voie d'ordonnance ou de décret. Un élément ne peut qu'un ensemble de 21 décrets pris par voie d'ordonnance ou de décret, signé par le président de la République pour organiser l'armée dans la perspective, je cite, de sa modernisation et de son enrichissement, selon le minimum de l'époque du professeur Jacques Famondo. Plus grave, la loi numéro 67/NF/9 du 12 juillet 1967 portant organisation générale de la défense a été modifiée par le 21 décret du 25 juillet 2001 et particulièrement par le décret numéro 2001/178 du 25 juillet portant organisation générale de la défense et des états-majors sans groupe. Pour la première hypothèse secondaire, à partir d'une vision constitutiviste, on observe que le pouvoir exécutif, par la figure du président de la République, exerce un pouvoir hégémonique sur les questions de défense et de sécurité. En guise d'illustration, le Premier ministre est exclu de toute la chaîne de commandement des forces de défense et de sécurité. Les fonctions du ministre de la Défense, en réalité, sont exercées par le président de la République, le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, et de par ses attributions et en charge de la mise en application de ce qui tient lieu de la politique de défense sous la supervision du ministre de la Défense. Le pouvoir judiciaire est l'instance de contrôle qui régit les fonctions et les activités des autorités publiques. Il n'en souffre pas moins d'une double dépendance politique et financière qui handicape considérablement sa capacité à imposer ses attributions de contrôle dans ce domaine. Le pouvoir législatif qui s'est enrichi d'un parlement bicaméral n'a jamais cessé d'être malheureusement qu'un véritable théâtre où l'on ne débat que des questions secondaires. Dès lors, la faible implication de ces deux autres pouvoirs peut justifier le manque de performance des services de sécurité dans un contexte où celle-ci est étroitement liée à la problématique du contrôle et l'obligation de rendre compte. On peut conclure que cette possibilité est infirmée. En ce qui concerne la deuxième hypothèse secondaire, il se dégage que la gouvernance démocratique du système de sécurité inclut la société civile et les médias dans le processus de la gouvernance est encore plus renforcée, mais minimalement limitée à la collaboration et le conseil au Parlement. La société civile pourrait contribuer davantage à éduquer les individus en matière de sécurité. Pour les médias, ceux-ci fournissent souvent des analyses en profondeur et objectives, et les membres du Parlement ouverts avec succès avec les journalistes en renforçant les efforts mutuels visant à obliger l'exécutif à rendre des comptes. Cette hypothèse est relativement vérifiée. Il apparaît donc qu'avec la confrontation de la problématique et de la question de recherche, avec les analyses, le Cameroun éprouve des difficultés à les mettre en pratique dans la fabrication des politiques publiques et l'action publique sécuritaire pour des raisons politiques et culturelles. S'il existait une gouvernance de la sécurité, M. le Président, le pays tarde à mettre en place, malgré les évolutions, une gouvernance démocratique du système de sécurité. Dès lors, la gouvernance démocratique n'est pas validée, étant entendu que cette valeur cardinale n'est pas respectée. Pour sortir de cette longue nuit et s'inscrire dans la modernité de la gouvernance démocratique, tous les acteurs de la sécurité devraient être placés sous le contrôle constitutionnel, institutionnel et sous celui de la société civile, afin qu'ils assument leurs responsabilités et répondent au mieux aux besoins sécuritaires du pays. Monsieur le Président, lors du jury, l'adaptation de cette thèse n'a pas été un long fleuve tranquille. Les difficultés rencontrées sont liées à l'accès à la documentation et à une certaine catégorie d'acteurs du secteur de la sécurité. Pour les surmonter, j'ai utilisé beaucoup sur les ressources multimédia, les bibliothèques en ligne et l'acquisition de plus élargie des livres disponibles dans un contexte de précarité des doctorants camerounais. En ce qui concerne l'accès aux acteurs, j'ai épuisé presque à l'épuisement les rares acteurs qui m'ont fait le plaisir de partager avec moi leur savoir
Je ne saurais terminer cet exposé sans dire toute ma gratitude aux membres de ce jury pour leur accompagnement, aux amis dont les appuis musulmans n'ont jamais fait défaut et à la famille dont le soutien est resté inébranlable. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, M. Okara. Je vais vous poser deux questions. Combien de minutes avez-vous fait? Vous aviez 15 minutes. Vous avez parlé pendant à peu près 30 minutes. Et que vous n'êtes rien sans votre corps. Comme disent les étudiants dans les amphithéâtres. Hein, M. Okara? Très bien. Je vais passer la parole immédiatement à M. le professeur Ogué Alain, qui a dirigé votre aide. Monsieur le professeur. Monsieur le Président, le recteur, voilà, ça fait plaisir et j'ai une fois de plus à vos côtés. Merci. Messieurs les honorables, je vais commencer par la tutelle. Monsieur le professeur, Anassi, qui a toujours démontré beaucoup de volonté à accompagner les jeunes Camerounais en quête de savoir scientifique. C'est une constance. Chaque fois qu'il faut accompagner les jeunes Camerounais, il est là, dans le cadre de sa compétence de professeur d'université. Je voudrais le féliciter chaleureusement. Le professeur Joseph Campbell, avec qui nous avons bien siégé dans quelques autres pays, je voudrais également le féliciter, comme le professeur Aboya, nous avons toujours essayé d'être là pour accompagner des jeunes chercheurs camerounais. Le professeur Guillermo, le doyen, c'est un plaisir de siéger à nouveau à vos côtés après le jury d'il y a quelques semaines. Merci pour votre disponibilité. Le candidat qui est aujourd'hui devant nous, M. Thierry Okaï, présente un sujet intitulé le système de sécurité camerounais à l'épreuve de la gouvernance. C'est un sujet important, c'est un sujet difficile. Difficile parce que dans la plupart de nos pays africains, la question de la défense de la sécurité est une question un peu taboue. Quand on décide de s'attaquer à un sujet qui est par avance tabou, ça veut dire qu'on est un petit peu téméraire. Dans tous les pays du monde, déjà, même dans les sociétés les plus démocratiques, travailler sur la défense n'est pas la chose la plus simple. Mais, a fortiori, travailler sur ce sujet dans un pays africain, c'est encore plus difficile. Parce qu'il y a des raisons objectives de ne pas donner un certain nombre d'informations aux premiers venus. Mais en plus de ces raisons objectives, il y a aussi des raisons subjectives liées au fait que les acteurs qu'on contacte, quelquefois, pour des sujets sur lesquels ils peuvent directement donner l'information, se réfugient derrière le secret défense
Si je le dis, c'est parce qu'on a parfois jugé des candidats qui ont reçu l'autorisation de M. le ministre délégué en charge de la défense de mener des sujets précis, mais sur le terrain de la coopération de certains des collaborateurs de M. le ministre de la Défense n'est pas toujours ce qu'on aurait attendu pour une autorisation délivrée par la hiérarchie. Donc c'est dit combien c'est un sujet délicat. Je pense que le candidat a abordé ce sujet en essayant de dompter les différents obstacles, notamment ceux liés aux documents, l'accès aux sources sur ces questions de défense et de sécurité n'est pas la chose la plus simple. On travaille sur un sujet pour lequel les documents généralement sont plutôt des documents officiels, des textes officiels, dont certains ne sont pas destinés à être mis entre les mains de tout le monde. Néanmoins, on peut constater que le candidat a essayé de dompter ces obstacles, comme je disais, pour formuler une question centrale à partir de laquelle, une problématique à partir de laquelle il a élaboré tout au long de sa vie. M. Thierry Okala a pour question centrale: quelle corrélation existe-t-il entre l'évolution politique agitée du Cameroun et le niveau de mise en application de la gouvernance démocratique, notamment lors de la définition, de l'évaluation et de l'implémentation des politiques de défense? Effectivement, quand on parle de la trajectoire, l'évolution politique agitée du Cameroun, on pense principalement à la guerre d'indépendance, notamment la lutte contre l'UPC qui a démarré dans les années 55 et qui est allée jusqu'en début 1970. La lutte contre ce qu'on appelait alors la rébellion a formaté le logiciel sécuritaire camerounais. On se rappelle que l'armée camerounaise elle-même a été créée en novembre 1959, c'est-à-dire quelques semaines avant l'indépendance. Elle a été créée dans un contexte pour le moins agité, à partir d'un logiciel que les stratèges coloniaux français avaient conçu dans l'optique d'anéantir les nationalistes publicistes. Il en est de même du système, j'appellerais le système policier, pour faire une nuance entre la défense et la police. Ce sont les experts français des services de l'enseignement qui ont mis en place le logiciel de renseignement policier qui a fonctionné depuis jusqu'aujourd'hui. Je vais dire, on peut passer par les BFM, le CNR, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce logiciel a été conçu dans un contexte politique précis par des acteurs porteurs d'un projet géostratégique pour leur population, c'est-à-dire pour la France. Dès lors, imaginez l'évaluation démocratique d'un système qui a été conçu par des gens qui n'intégraient pas que qu'ils peuvent avoir à rendre compte. C'est un exercice qui est compliqué. Parce que je ne pense pas que le commissaire Bonamkia, qui est le père concepteur du service de l'enseignement camerounais, ait dû imaginer qu'on puisse poser un regard citoyen sur le fonctionnement de ce service.
ces braves héritiers, patron du Sénat, M. Jean Fouché et autres, n'ont jamais fait que continuer sur le logiciel initial. Donc, qui qu'on veut évaluer un domaine aussi secret à l'aune de considération démocratique, ça n'est pas une tâche aisée. Évidemment, au plan textuel, les instruments d'évaluation et de contrôle existent. L'Assemblée nationale, dont la mission principale est le contrôle de l'action du gouvernement, et ce contrôle-là est nous-mêmes. Il n'y a pas de limite dans l'évaluation du travail gouvernemental. La défense est un pan de la compétence de l'exécutif. Il existe un Parlement qui a le pouvoir théorique d'évaluer, mais on observe que ce n'est pas du tout le cas. Parce que j'ai moi-même rencontré les membres de la commission de la défense, le président, tous les membres. Bon, c'est un petit peu difficile pour eux d'évaluer ce qui justifie la complexité du sujet du candidat. Sinon, les députés membres du Parlement qui ont le pouvoir constitutionnel d'évaluer ce secteur d'activité et qui, plus est, sont membres de la commission de la défense, vous dites toute la difficulté rencontrée pour exercer cette mission de contrôle, on prendrait aisément que le candidat qui a choisi de s'attaquer à un tel sujet avait devant lui des obstacles très importants à franchir. Il a, dans le respect des contraintes liées à la création du texte, formulé une hypothèse centrale et des hypothèses secondaires qui viennent nous présenter d'ailleurs, pour lesquelles je ne vais pas m'attarder. Je dirais, pour ne pas me soutenir la thèse en lieu et place du candidat, que c'est un candidat qui a fait preuve, monsieur le président du jury de beaucoup d'application, qui a essayé, comme messieurs les rapporteurs l'ont jugé, de respecter les critères académiques scientifiques pour la rédaction de sa thèse et qui, au final, vient de la présenter, qui, on l'espère, au moment de feu des questions, sera capable de la défendre. Il vient de la présenter, il l'a pas encore défendu. Monsieur le recteur, monsieur le président, chers collègues, ça n'est pas parce que le candidat a fait montre de témérité du travail que son directeur va s'abstenir d'exercer son droit de membre du jury. Et comme membre du jury, il est appelé à interroger le candidat pour qu'on sache que c'est bien le candidat qui a rédigé la thèse. C'est pour ça que les opposants sont publics. Monsieur Thierry Calais, monsieur Calais, vous avez parlé de la politique de défense. Car vous avez relevé que certains auteurs ont pu percevoir qu'il existait une politique de défense au Cameroun. Première question. Est-ce que vous pouvez définir les éléments constitutifs d'une politique de défense? Quels sont les éléments à partir desquels on peut établir ou pas qu'il existe une politique de défense dans un pays? Deuxième question. Est-ce que vous avez lu les accords de défense liant la République du Cameroun à la République française? Si vous l'avez lu,
par rapport au thème qui est le vôtre, je veux dire la dernière mouture qui a été faite en 2009, qui a été soumise au député de l'Assemblée française en 2010. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi peut-être le député Moutira, pourquoi ça n'a pas été soumis au député de la République camerounaise. Donc, est-ce que vous avez lu ces accords de France? Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué à la lecture de ces accords? Troisième question. Pas parce que mon chevalet, non, je vais m'abstenir de poser des questions. Troisième question. Vous avez souligné l'importance de la société civile dans l'évaluation, dans la gouvernance démocratique du secteur de la défense. Est-ce que vous pouvez illustrer cette affirmation par des cas précis? Autrement dit, comment s'opère l'évaluation, la participation de la société civile dans la gouvernance démocratique du secteur de la défense dans le pays, appelle africain ou autre? Et une dernière question, si je me le permets. Vous traitez d'un sujet qui parle du système de sécurité. Quelle est la place que vous accordez à la défense dans le système de sécurité? Ou plus exactement, dans le système de sécurité, où situez-vous la défense? Où situez-vous les autres pans de la sécurité? Je voudrais que vous clarifiez. Monsieur le Président du jury, je pourrais revenir si jamais vous le permettez. Merci. Merci, chers collègues. Alors, M. Okala. Monsieur le Président, mon directeur a posé la question. La première est celle de savoir quels sont les éléments constitutifs d'une politique de défense. La première chose, c'est la définition du concept stratégique. C'est-à-dire que les acteurs de la défense doivent s'asseoir et de manière concertée arrêter le concept stratégique, qui est l'orientation qu'un État se donne pour garantir sa défense et sa sécurité. Le deuxième élément constitutif est la doctrine d'emploi des forces. C'est-à-dire que comment est-ce que l'État entend utiliser les forces de défense et de sécurité ainsi que les autres acteurs de la défense qui sont la douane, par exemple, les forces, les éléments des eaux et forêts, les sociétés de sécurité privées, parce que de plus en plus la sécurité est privée. Il y a troisièmement la nature des relations internationales. Comment est-ce que l'État se projette par rapport aux autres États? Dans le cas du Cameroun, on peut ramener la question en nous la posant de la sorte. Comment est-ce que l'État, le Cameroun, se voit dans la sous-région Afrique centrale, du moins CEMAC, parce qu'il y a deux sous-régions Afrique centrale, il y a la sous-région CEMAC et la sous-région CAC. Dans ces deux cas, comment est-ce que l'État se donne à voir, comment est-ce qu'il se projette? Donc, parce qu'un État ne vit pas en autarcie, un État vit avec les autres. Le Cameroun, qui est de manière naturelle le leader de la sous-région CEMAC, comment est-ce qu'il se projette par rapport aux autres pays de la sous-région CEMAC?
est-ce qu'il assume son leadership naturel? Est-ce qu'il ne l'assume pas? Telle est la question. Est-ce que l'État a réfléchi sur la manière dont il va assumer son leadership naturel dans la sous-région CEMAC? Donc, il y a aussi la contribution aux alliances. Est-ce que l'État du Cameroun prend sa légitimité au niveau du Parlement, par exemple, pour dire que je vais contribuer aux forces de défense, aux forces de maintien de la paix dans la sous-région CEMAC? La MINUSCA, par exemple, en Centrafrique, est-ce que le Parlement a été associé à cette démarche? Ça, c'est une autre chose. Il y a des accords militaires. On a parlé des accords de défense tout à l'heure avec la France. Est-ce que le Parlement camerounais a-t-il jamais été associé? Je ne veux pas parler de la société civile après. Est-ce que ces acteurs ont été associés à ces accords? Alors d'ailleurs, les acteurs parlementaires, politiques de la société civile sont associés. Voilà l'autre élément consubstantiel d'une politique de défense. Il y a également les relations entre l'armée et la nation. Aujourd'hui, l'actualité pose la question de savoir s'il y a une relation pacifique ou pacifiée entre l'armée et la nation. Donc, voilà les éléments constitutifs d'une politique de défense. À l'observation, quand on voit, on constate que ces éléments n'existent pas. Même si certains auteurs, certains chercheurs camerounais disent que la défense populaire, quelle est la politique de défense nationale, alors que la défense populaire, elle, était juste un élément constitutif de la défense civile. La deuxième question est de savoir qu'est-ce qui est frappant dans les accords de défense qui sont passés entre le Cameroun et la France. Il faut dire qu'en 1958, le président Aïdjo, le premier ministre Aïdjo, lorsqu'il remplace André Marie Mina, parle de destin lié entre le Cameroun et la France. Ce concept est extrêmement important dans la relation, dans la définition des accords de défense entre la France et le Cameroun. C'est la dépendance assumée ou la domination assumée de la France sur le Cameroun, ou la dépendance assumée du Cameroun vis-à-vis de la France à partir du concept de destin lié. La troisième question est celle de savoir si on peut illustrer la participation de la société civile dans un ou deux pays. En France, par exemple, lorsqu'on rédige le livre blanc de la défense, et j'étais moi-même très surpris de constater qu'on fait participer les puissances étrangères. Il y a des acteurs de la société civile, des organisations de la société civile qui sont associés, n'est-ce pas, à la réflexion sur l'élaboration du livre blanc de la défense. Ça se fait notamment dans les pays c'est un élément qui peut permettre d'impliquer la société civile dans les questions de défense et sécurité, c'est la prolifération des armes de petits calibres. Donc, voilà un élément qui peut permettre d'associer la société civile. Ça se fait un peu, même si on ne va pas plus loin que cette réflexion. La quatrième question, c'est de savoir quelle est la place qu'on accorde à la défense dans un système de sécurité. La défense est l'élément essentiel de la survie d'un État. Ne disons pas que qui veut la paix ne pas la guerre. Et donc, si un État doit assumer son existence, doit s'imposer aux autres, il doit mettre en place une politique de défense qui le détermine, qui lui donne, qui l'impose aux autres. Donc la défense est un élément structurant, est un élément fondamental dans l'existence d'un État. Je crois que M. le Président, je demandais peut-être une réponse de la sélection. Bien. Ok, je vais passer la parole immédiatement à monsieur le professeur Joseph. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. Je voudrais commencer par les citer, je voudrais commencer par tout ça en disant que notre amitié avait évidemment commencé quand on était tous deux étudiants dans la ville de Strasbourg. Il était étudiant à l'Institut politique. J'étais étudiant à l'Université Obergement de Strasbourg. Et quand on se rencontrait tous les soirs, après des jours, après des journées de recherche difficiles, il me disait tout le temps, dès que je rentre par mon change dans l'opposition. Je lui disais, quand je vais rentrer dans la première sous-section
RDPC, bien sûr, et c'est ce qui s'est passé. Voici pour ce qui est d'où je siège pour la deuxième fois dans un jury avec lui, on était déjà ici, je crois il y a 2 semaines, dans le cadre de certaines thèses, avec une autre thèse, qui a été soutenue, la deuxième a été soutenue. Et c'est un immense plaisir pour moi de me retrouver encore aujourd'hui avec lui dans ce jury. Pour ce qui est du professeur William Manassé, je dirais que quand on entrait à l'USA en 1986, ils avaient déjà pris d'avance au grade d'environ 3 ans. Il a failli être chargé de travaux dirigés. Donc je le connais depuis plus de 20 ans. Pour ce qui est du président du jury, alors moi je ne sais pas par où commencer parce que le professeur Mondomagoua, on se connaît depuis bien longtemps. La fidélité du souvenir et une longue amitié sont parfois de dangereux conseils. Et évoquer la place qu'il tient dans l'université camerounaise dans la organisation semble pour moi témoigner de nos liens si anciens. Mais je mesure un peu mon évidence tant de souvenirs Massaï, tant d'images diverses, de lieux, Jean, Bordeaux, Yaoundé et même à Bokido. Ces images me viennent en mémoire. Il m'est difficile de les ordonner. Ouvert à tous, le professeur ne se livre pas volontiers sur les choses essentielles. Dans son style d'abord, simplicité du verbe, qui dit clairement ce qu'il veut faire entendre. Alors mon ami et frère a du pathos qui cherche à masquer sous le fracas du verbe ou la recherche du propos l'indigence de la pensée. Si j'évoquais la parole actuelle, nous le savons tous, l'université est pour lui son point d'ancrage. Elle se nourrit des branches du droit public, 4 branches normalement. Et la présence de ce jury consacre comme toujours des mérites depuis longtemps connus de tous. Je suis très heureux, Monsieur le Président, de siéger dans ce jury avec vous pour la 1e fois. Et cette rencontre est un véritable régal. Que dire du candidat? Alors, face aux difficultés, j'ai trouvé le candidat patient, placide, je dirais même stoïque. Ce sont de grandes qualités humaines et ce sont ces qualités sans doute qui l'ont amené à produire ce travail. Il défend de nettoyer au cas où il est accepté. Parce que de la première page à la dernière page, on trouve des légèretés à gauche et à droite. Même au niveau des notes de bas de page, on trouve beaucoup de fautes. Alors, quand on va à la question, lui, il a écrit, je dis, c'est la première fois. À l'époque des faits, la thèse était un exercice solitaire par excellence. Cependant, ce travail ne serait jamais allé à son terme sans le concours conjugué de plusieurs personnes. Comment apporter mes co-directeurs. Alors, je voulais savoir si cette thèse est le résultat d'une co-direction. Parce que si c'est le résultat d'une co-direction, le candidat devrait avoir une thèse non seulement dirigée par le professeur Alain Fouquet, mais il y aurait eu d'autres directeurs, enfin une autre personne, pour qu'on puisse parler de la co-direction. Ça, c'est ce que je peux relever sous la forme des règles de candidat pour pas réagir par rapport à ça. Parce que pour ce qui est du fond, je commencerai par une observation fondamentale. Alors, M. Joseph Thierry, au cas écouté, vous avez vous-même essayé de définir le terme gouvernance. Aux pages 19 et 20 de votre thèse, vous écrivez qu'en raison de ces caractères imprécis, polysémiques, hétérogènes et inachevés, la notion question interpelle. Alors là, il est indéniable, M. Joseph Thierry, au cas écouté, que ces caractères sont à la source de plusieurs désordres. La gouvernance ne désigne pas en effet un phénomène précis, mais un ensemble d'évolutions de l'action publique, comme la décentralisation par exemple, ou encore la contractualisation, ou même l'appel au partenariat
liés, mais qui n'en ont pas moins chacun leur rythme propre et une logique spécifique. Alors, les économies s'emploient ce terme pour désigner une forme de coordination qui limite les coûts de transaction. Les politistes et sociologues cherchent à désigner un mode de gestion. De même, gouvernabilité, ils considèrent comme essentiel le fait que la gouvernance correspond à un effacement des frontières entre public et privé, comme entre les divers niveaux territoriaux, par exemple. Le concept de gouvernance est une façon de désigner intelligemment un désordre qui ne l'est pas, de regrouper les phénomènes séparés sans doute partiellement contradictoires et de donner un sens doublement rassurant au chaos. Alors, le prix à payer est qu'il est illusoire de prétendre définir de façon consensuelle la gouvernance. Beaucoup de chercheurs dénoncent en effet les ambiguïtés, le flou et les usages politiques et idéologiques qui sont selon eux inséparables de la gouvernance. Celle qui est prônée par les organisations internationales et qui sert parfois à celle-ci. C'est pour ça qu'il vous pose cette question de savoir si ce concept existe et est efficace. Est-ce que vous en parlez largement dans tous les chapitres de votre travail? Bien. Voilà, Monsieur le Président, les quelques préoccupations de forme et de fond que j'avais à formuler à l'endroit de M. le candidat Joseph Thierry Okola-Dembélé. Autrement dit, je trouve son travail assez intéressant et j'ai eu le plaisir de le lire de la première page jusqu'à la dernière page. Monsieur le Président, je vous remercie une fois de plus d'avoir passé la parole. Merci, chers collègues. Alors, Monsieur Okala, je suppose que vous avez apporté des éléments de réponse aux questions qui vous ont été posées par le professeur Kanke. Monsieur le Président, Monsieur le professeur Kanke, sur la forme, donc la thèse a une petite histoire tout aussi. Donc, c'est une erreur que nous avons rapidement corrigée au sortir de cette menace. Les questions de fond se rapportent à la définition de la gouvernance. Premièrement, je voudrais signaler que l'exercice auquel nous sommes venus, c'était au regard de tout ce qui est apporté au débat sur la gouvernance, de tirer, de contribuer au débat à la définition du concept de gouvernance. Il me semble que c'était également un des objectifs du travail, c'est-à-dire que malgré les contradictions, malgré les affluents, malgré les influences diverses qui viennent de divers horizons, il fallait à tout prix, dans tous les cas, trouver une définition qui convienne à tout le monde et qui convienne à la communauté scientifique à laquelle j'entends apporter ma contribution dans la définition de la notion de gouvernance et de gouvernance démocratique particulièrement. Là, il y a une question de fond qui se rapporte à la conscience nationale. Le professeur estime que le candidat que je suis a fait une affirmation, mais l'actualité malheureusement nous impose de nous interroger sur la manière dont les questions qui se rapportent au Cameroun sont gérées, sont sous-tendues, parce que cette gestion est sous-tendue par une conscience nationale, parce que la conscience nationale permet également de définir les questions d'intérêt national, les questions d'effectifs, la manière dont on se projette à l'extérieur, la manière dont on entend gérer les questions en interne. La question de la conscience nationale, rapportée au service public, au bien public et à la sécurité, doit nous amener à résoudre le problème que le service public pose, celui de la satisfaction du citoyen usager. Est-ce que quand le citoyen que nous sommes a affaire aux questions aux forces de défense, aux forces de défense et de sécurité, est-ce qu'au terme de sa rencontre avec ces services, est-ce qu'il est satisfait? Parce que la satisfaction est l'objectif que les institutions publiques doivent atteindre quand, à côté, les institutions publiques qui font du commerce doivent tirer un bénéfice. Voilà la question qui se pose. L'autre problème est celui de la. Où le professeur demande si la politique dans notre pays est un art ou plus tard. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre en fonction de la position qu'on occupe.
Elle peut apparaître comme un art, elle peut apparaître comme une art. Je crois que la relation entre le professeur et l'examinateur et son ami le professeur peut parfaitement illustrer une réponse à cette question. L'autre question se rapporte au contrôle civil. Est-il efficace? Il y a en matière de gestion des questions de défense d'abord un contrôle en interne. Les forces de l'ordre doivent d'abord elles-mêmes opérer un autocontrôle. Maintenant, puisque la défense et la sécurité sont destinées à une population, à une nation, on parle de contrôle civil quand il s'agit du Parlement. Parce que les parlementaires ne sont pas des corps, pour utiliser une expression, ne sont pas des corps habillés, passez-moi l'expression. Donc, il se trouve donc qu'il faut bien que, comme le disait un auteur, les questions de défense sont suffisamment sérieuses pour qu'on les laisse au sein militaire. On ne peut pas laisser les militaires qui assurent, je peux dire les forces de base, qui assurent la sécurité et la défense de l'État, le soin de se contrôler elles-mêmes. Il faut que les usagers, il faut que les citoyens usagers qui bénéficient de ces services puissent procéder, n'est-ce pas, à un contrôle. Et ceux qui peuvent assurer effectivement efficacement ce contrôle sont les parlementaires qu'on désigne au cours d'une élection pour contrôler ces forces de défense et de sécurité. Il me semble que le contrôle civil n'est pas une vue de l'esprit. C'est effectivement une donnée qui existe, même si elle demande d'être renforcée au Cameroun. Ailleurs, les parlementaires, le contrôle civil existe et est effectué et permet de gérer au mieux les intérêts des populations, les questions de défense et de sécurité, d'assurer de manière efficace leur sécurité. Si je peux me permettre, on pose la question du contrôle civil au Cameroun. Il y a quelques exemples où ce contrôle ne s'exerce pas, où il aurait dû s'exercer, notamment à travers les commissions d'enquête parlementaires. C'est un exemple qui permet d'exercer un contrôle civil sur les questions de défense et de sécurité. Voilà. Monsieur le professeur. Monsieur le Président, je ne suis pas très convaincu par sa dernière réponse, parce que il évoque même les commissions d'enquête parlementaires. Moi, en tant qu'ancien député, je ne me souviens pas de l'existence d'une seule commission d'enquête parlementaire constituée dans notre pays qu'un seul jour. Donc, je ne suis pas toujours très convaincu par sa dernière réponse. Et j'insiste que le contrôle exercé par le Parlement, c'est un contrôle politique. Les gens civiles, une fois qu'on est élu, qu'on a affronté le suffrage universel, c'est de parler de notre peuple, faire des choses un peu comme la justice est rendue du peuple. Donc, moi je pense que c'est politique, exercé par l'Assemblée ou le Sénat. Oui, monsieur le professeur Faubé. Je voudrais non pas soutenir la thèse en lieu de place du candidat, je voudrais simplement apporter un élément de compréhension. Quand on parle de contrôle civil, il faut rappeler que ce contrôle civil, c'est par opposition au contrôle militaire. Parce que vous avez là les armées de sécurité, en fait, c'est ça. sont chargés d'inspecter. Là, ce sont les militaires qui contrôlent les militaires. Ils contrôlent leur mission, contrôlent tout ce que. Et même c'est aussi à ça que c'est un service comme la sécurité militaire, la fameuse CENI. La mission de la CENI, c'est quoi? C'est la sécurité des forces, mais aussi le contrôle de tout ce que les militaires font, qui peut être en marge des textes qui organisent leur métier. Mais là, c'est le contrôle militaire. Le contrôle civil est un ensemble, je ne vais pas périr en mathématiques, mais je me souviens quand même qu'on parle des ensembles et des sous-ensembles. L'ensemble contrôle civil intègre le sous-ensemble contrôle politique.
Parce qu'à côté du contrôle des députés, dans certains pays, vous avez même à l'intérieur du Parlement, à l'intérieur des commissions en charge de la défense, des commissions spécifiques qui sont en charge du contrôle du renseignement. C'est-à-dire que dans la grande chambre contrôle de la défense, vous avez une autre chambre qui est spécifique au contrôle du renseignement, qui est un secteur encore plus délicat. Mais tout ça est intégré dans le contrôle civil. Voilà ce que le président est. Très bien. Alors, monsieur le professeur Boya, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury, puisque l'orateur de me donner l'occasion de dire un ou deux mots sur cette thèse. Bien entendu, je suis très content d'être sous votre autorité dans le cadre de cette surveillance et protégé par les franchises universitaires que vous êtes censés également encadrer par les mêmes circonstances. Vous avez bien fait de rappeler la nature scientifique de cet exercice qui nous rassemble ici aujourd'hui. Mes collègues, professeur Foguet, professeur Joseph Pampe, professeur Auguste Ngeli, et vous-même, notre haute autorité. Je pense que c'est toujours avec un grand plaisir que je reviens faire cet exercice ici dans mon université, qui est l'université du Douala, et qui nous offre l'occasion de nous pencher sur la thèse de M. Joseph Thierry Okala Ibodé sur le système de sécurité camerounais à l'épreuve de la gouvernance démocratique. Et d'entrée de jeu, le titre lui-même fait déjà tiquer. Parce que Okala Ibodé a trouvé bon de mettre à l'épreuve. Donc lui-même, il entre dans la zone de turbulence en matière d'éthique. Il a du coup choisi à l'épreuve, qui est déjà un terme très polémique. Il aurait pu dire face à la gouvernance démocratique. Mais lui, il a parlé de l'épreuve. Donc lui-même, il est entré dans l'épreuve. Et on sent que sa thèse doit entrer dans la zone d'agitation parce que lui-même, dans sa problématique, indique que de sa propre volonté, ce qui suit. La question qu'on peut se poser est la suivante. Les principes de la gouvernance démocratique peuvent-ils s'appliquer dans un contexte camerounais où, en raison de l'histoire politique très agitée, les questions de défense et de sécurité, plus que dans de nombreux pays de l'Afrique noire, sont structurés par un conservatisme et une défiance de l'exécutif. Lui-même rentre inutilement dans la polémique. C'est-à-dire que dans la question centrale, il est déjà en train d'embrasser une comparaison entre le Cameroun et les autres pays d'Afrique noire. Mais qui sont-ils ces autres pays d'Afrique noire qui sont déjà annoncés dans la problématique? Et il continuera en disant, en d'autres termes, l'évolution politique du Cameroun explique-t-elle la politique de défense et de sécurité, du contrôle de la légalité, de la régularité et de la conformité lors de leur mise en application.
c'est-à-dire qu'il mobilise d'autres concepts encore plus compliqués qui doivent en réalité nous permettre de rentrer à son titre qui indique que nous sommes dans le cadre d'une épreuve. Il est entré dans le cadre d'une épreuve. Donc il se rend la tâche très difficile lui-même. Parce que dans la manière de mobiliser la démarche qui conduit au débrouillement du texte, on essaie de simplifier la compréhension des concepts pour donner la fluidité à sa démonstration. Parce que la thèse, c'est une démonstration. On se pose des questions simples. Tout cela pour défier les concepts, pour baliser le chemin, pouvoir poser le problème, et ensuite savoir comment on va structurer son raisonnement de manière à tenir dans la démonstration en prenant l'éclairage des outils méthodologiques. Donc, c'est une démarche qui est souvent enseignée en vue de faciliter la tâche, en vue de faciliter la démonstration pour un chercheur qui ne sait pas forcément ce qu'il va trouver, mais se rassure sur la qualité de la démarche qui est son bouclier, qui va lui permettre d'affiner une analyse convaincante, qui peut lui permettre de défendre sa thèse. Et donc, Thierry, quand il a écouté, se complique la tâche. Et on va voir, à partir de cette problématique-là, il va choisir encore une chose très compliquée. Faire un plan à 3 parties. Titre 1, titre 2, titre 3. Et dans une construction qui ne permet pas de voir en réalité l'évolution de sa pensée. Pourtant, quand il nous confie au système de sécurité camerounais à l'épreuve de la gouvernance démocratique, c'est un sujet extrêmement simple. Ça veut dire qu'il nous invite normalement à l'évaluation du système camerounais de sécurité sous le prisme de la démocratie et à discuter de la validité de cette évaluation. Est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce qu'elle a des limites? Comment on peut améliorer? Donc, il a une démonstration simple. Mais tout est dit dans la thèse. Tout est dit, tous les éléments de réponse sont là. Mais les éléments sont éparpillés. Les éléments sont éparpillés parce qu'il y a un problème de méthodologie. Deuxième problème, il y a un problème d'exploration de la notion de système. Parce que la notion de système suppose qu'on puisse passer beaucoup de petites choses. Beaucoup de petites choses, donc l'une fondamentale dans le cadre de ce celui-ci, c'est de connaître la spécificité du régime politique camerounais. Donc faire recours absolument à la connaissance des régimes politiques, notamment le régime politique camerounais qui est sous sorte de régime présidentialiste, qui accorde donc des prérogatives exorbitantes au président de la République. Et c'est pour cela que vous convoquez à un moment donné il a là. Donc on peut dire que c'est la spécificité du régime qui fait que le président de la République puisse avoir une certaine prééminence dans la maîtrise des aspects liés à la sécurité. Vous saurez que tout simplement, vous entretenez d'une bonne connaissance de la spécificité du régime politique camerounais qui vous aurait donc permis d'articuler avec beaucoup plus de simplicité le problème qui se pose. Donc, c'est des problèmes qui ont tout le temps contribué à vous perturber et à rendre l'analyse extrêmement dotée et à rendre finalement la thèse inutilement agitée, notamment dans sa construction et dans l'articulation de sa démonstration. Et pourtant, vous avez fait une très bonne thèse. Et pourtant, le sujet
d'actualité, qui a un regain d'intérêt depuis les années 90, année que vous avez choisi de borner votre thèse de 90 à 2016. C'était une très bonne délimitation. Et vous avez dit des choses intéressantes dans cet intervalle, même si un autre aspect que vous a perturbé, la lecture de la thèse de votre maître, l'histoire diplomatique, l'exploration de l'État du professeur Foguet, ainsi de suite. C'est ça qui a influencé votre travail. Vous aurez pu cacher la thèse parce que vous avez choisi de prendre cette thèse et de défendre ces idées. Parce que les idées que vous défendez dans votre thèse, c'est un prétexte pour amplifier la thèse d'Alain Foguet. En fait, vous avez fait votre thèse sur la thèse d'Alain. C'est ça votre. Et c'est pour cela que vous voyez le spectre de l'UPC, parce que vous savez, votre directeur voit le spectre de la répression partout. Et donc, ça vous a empêché de mettre le ballon par terre. Vous avez tous les éléments, mais vous avez choisi de mettre tout un titre sur la répression de l'UPC. La répression de l'UPC, la France, et vous savez que c'est ça. C'est-à-dire que vous trouvez des cadavres dans les placards pour assouvir votre démonstration. Donc vous n'avez pas besoin de ça. La thèse vous aurait aidé à un moment donné, parce que j'ai fait plusieurs thèses avec Alain Foguet. Il a un problème avec la politique de défense. Vous avez vu qu'il est venu sur ça, parce que c'est son cheval de bataille. Les thèses d'Alain Foguet parlent de ce problème. Et vous avez également sous-traité ce problème. Donc c'est pour cela que quand on parle du système de la sécurité, à un moment donné, parce que vous voulez parler de tout, parce que vous allez amplifier la thèse d'Alain Foguet, vous évoquez des concepts même qui ne sont même pas les concepts employés dans votre thèse. Parce que vous faites deux thèses à la fois. La thèse de Thierry, de Jean-Pierre Calabonnet, et la thèse d'Alain Foguet. Donc vous faites plusieurs thèses qui vous manquent au même moment. Ce ne sont pas les volets. Il faut choisir de faire une seule thèse. La vôtre, celle qui concerne le système camerounais de sécurité à l'épreuve de la gouvernance démocratique. Et donc, sujet extrêmement intéressant, sujet d'actualité, parce que le concept de gouvernance est un concept reliant la démocratie, la sécurité et le développement. Et vous évoquez les travaux d'Alain Maïden, vous évoquez les travaux de Fukuyama, vous mobilisez des auteurs incontournables dans ce domaine. Vous aviez tout. C'est-à-dire, je vais paraphraser le professeur de Colo. Vous êtes comme un géant affamé assis sur un tas de nourriture. C'est-à-dire que vous étiez assis sur des faits, la factualité, tous les faits sont dans votre thèse. Mais l'organisation est un problème. Et donc, je vous invite à tout simplement réorganiser, simplifier vous la tâche avec une thèse à deux parties. Dans la tradition du classicisme juridique dans nos facultés de droit, c'est ça, où vous ne vous rencontrez pas avec un plan à trois parties. Titre 1, titre 2, titre 3, chapitre, c'est compliqué. Deux idées principales que vous développez en deux grandes parties. Je ne peux pas tout tirer de long en large. Je vais vous poser deux questions. Est-ce que de 1990 à 2016, le concept de sécurité a subi une évolution? Est-ce qu'il a subi une évolution? Est-ce que c'est la même conception qu'il y avait avant les indépendances, où il y avait la prééminence de la sécurité intérieure par rapport à la sécurité humaine? Est-ce que c'est la même conception de la sécurité qui continue
soutenue. Première question. Deuxième question. Dans un régime politique comme celui des États-Unis, qui détient la clé nucléaire? La clé nucléaire, qui détient la clé du déclenchement de l'arme nucléaire? Je peux vous ramener à la notion du régime politique que j'ai évoqué. Parce que vous semblez minimiser la prééminence du chef de l'État dans le système de la sécurité. Or, vous savez bien pourquoi dans le monde contemporain, il y a une demande beaucoup plus croissante de la sécurité pour les populations. Chaque matin, il y a un assassinat, chaque matin, il y a une décapitation, et on s'adresse à qui? On s'adresse à qui? Qui va apporter des réponses? Le président de la République va apporter des réponses. Donc, qui détient cette clé-là? Voilà les deux questions que vous allez essayer de répondre. Pour le reste, vous avez fait un travail que j'ai jugé très convaincant au vu de mon rapport pour lequel j'ai marqué un avis favorable pour sa venue en soutenance. Je réitère le même avis. Les observations que je viens de faire visent à vous aider à dépouiller votre travail des aspects superfétatoires qui n'aident pas à comprendre la lisibilité de votre démonstration. Et notamment, vous gagnerez à ne pas faire comme les autres politologues, à refuser de vous frotter à l'étude des régimes politiques. Un politologue a besoin de connaître extrêmement clé pour la manipulation de certains concepts. Parce que je ne peux pas rentrer dans le contrôle de l'égalité, vous avez compris les droits administratifs, c'est compliqué. Je n'entre pas dedans. Mais sachez que vous ne pouvez pas dissocier les régimes politiques dans l'analyse de ce sujet. Pour le reste, personne ne peut vous prendre sur les aspects liés à la politique de défense, sur le dada de votre directeur, qui fait ça tous les jours. Vous êtes imprégné là, je ne peux pas vous attaquer là-bas parce que c'est une forteresse, ou bien ne faites que ça. Vous savez jusqu'aujourd'hui, ne faites que ça. Donc, sa stratégie, c'est d'amener les gens qui sont derrière les prédilections pour vous broyer. Donc, je ne viens pas de son côté là. Faites-en ce que vous voulez. Ayez vos titres aussi dans ce domaine de renseignement. Vraiment, engagez-moi de ce côté-là. Je vous amène là, du côté où moi je suis fort. Monsieur le Président, je pense que j'ai consommé les 15 minutes en ayant vraiment respecté votre prescription. Je vous remets nos candidats pour sortir de la zone de turbulence dans laquelle je l'ai. Merci, chers collègues. Alors, M. Okala, vous avez des questions bien précises. Nous attendons bien évidemment les. Monsieur le professeur Angoya, Monsieur le Président, la question de savoir si de 1990 à 2016 le concept de sécurité a subi une évolution. Je dirais oui, dans le monde, de manière globale, avec l'émergence de nouvelles menaces qui font suite à la chute du mur de Berlin, le concept de sécurité a subi une évolution. La sécurité a dû se réajuster face notamment, par exemple, à la privatisation de la sécurité, face à la contestation du monopole de la violence par l'État par des forces armées non étatiques. Donc, de ce point de vue, à l'observation dans le monde, le Conseil de sécurité a évolué, le Boko Haram, l'ARMI, les talibans, etc., ont amené à ce qu'on observe une évolution dans la notion de sécurité. Si on amène la
question au niveau du Cameroun. On est resté, il me semble encore, ancré, attaché au concept de sécurité intérieure. Parce que la réponse que l'État du Cameroun, par exemple, à la question de Boko Haram, donne l'impression qu'il n'y a pas eu une évolution stratégique du Cameroun dans l'appréhension de ces nouvelles menaces. Il y a tout à côté plus récemment la prise en Mozo. Et ça me faisait le reproche à mon directeur de ne voir que la répression dans sa manière d'apprécier. Mais je crois qu'il y aurait eu, si on avait adapté notre manière de concevoir la sécurité, il me semble qu'on n'en serait pas à une crise aussi violente que celle que nous vivons dans les régions du nord-est et du sud-est. Donc je dis, sur la question, oui, la notion de sécurité a évolué, le concept de sécurité a évolué dans le monde, mais nous avons un problème d'évolution de ce concept dans notre manière de déployer les politiques publiques de sécurité en interne. Sur la deuxième question, qu'est-ce que de savoir, en prenant exemple sur les États-Unis d'Amérique, qui détient les clés nucléaires, c'est bel et bien le président des États-Unis d'Amérique, mais et vous posez pour ça pour la question de savoir la question sur la prééminence de la président de la République sur les questions de sécurité. Le président des États-Unis peut définir la clé nucléaire, mais sa prééminence est encadrée par un ensemble de textes. Tout comme au Cameroun, la constitution du Cameroun dit, notamment sur l'article 9, que le président de la République peut convoquer, le Parlement en congrès pour, dans un contexte où il appelle à la guerre, où il fait une déclaration de guerre. Mais la compréhension de cette notion de peu donne l'illusion, l'impression que c'est facultatif, mais non, c'est une conception, c'est une notion qui a compétence, qui fait que le président a compétence liée pour convoquer. Ce n'est pas un débat si on doit convoquer ou non le Parlement en congrès lorsqu'il appelle à la guerre. On a deux exemples comme ça, la question de Boko Haram, où il est allé déclarer la guerre à Boko Haram sur le perron de l'Élysée, et quand il est rentré, les analyses seraient attendues à ce que le Parlement soit aujourd'hui en congrès pour expliquer les raisons pour lesquelles nous allons à la guerre contre Boko Haram. De la même manière, lorsque en novembre, je crois bien 2016, il fait une déclaration à l'aéroport en disant que les terroristes sont attaqués au Cameroun, et il fait une déclaration de guerre, on se serait clairement attendu à ce que, malgré le peu que le président convoque le Parlement en congrès pour expliquer les raisons pour lesquelles on devait aller en guerre contre ceux qui sont supposés être contre les terroristes ou contre les sécuritistes qui attentent à l'intégrité nationale du Cameroun. Donc, monsieur le président, monsieur le professeur, membre du jury, la prééminence est encadrée et cet encadrement fait que le président de la République ne prend pas tout seul dans son point de décision qui concerne les questions de défense et de sécurité. D'où la notion également du contrôle civil, c'est qu'on accompagne l'exécutif dans la mise en œuvre ou dans l'élaboration des politiques publiques en matière de sécurité. Monsieur le Président, je pense que je ne reviens pas sur la première question. Candidat bien entendu. Par rapport à la deuxième question, ça me suggère une deuxième relance, en l'occurrence, qu'est-ce qui encadre l'état d'urgence, l'état d'exception dans la Constitution souveraine? L'article 9 de la Constitution. Oui. Est-ce qu'il y a une restriction par rapport à la proclamation de l'état d'urgence de l'exception qui demande la vérité? Dans la déclaration, il n'y a pas de restriction. Mais dans la déclaration de guerre, il y a une restriction. Ce n'est pas une dit le président peut convoquer, il y a que le président a la disposition lie le président de la République. Ce n'est pas une opportunité, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une. Il ne choisit pas de le faire, il est obligé de le faire. Il me semble que c'est ça. D'accord, ça a rapport avec la sécurité ou non? Oui, c'est un rapport avec la sécurité, mais la sécurité ne donne pas un chèque en blanc. D'accord.
Monsieur le Président, je suis satisfait. Bien, je vais passer la parole à monsieur le professeur Benvenu. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, merci pour la parole que vous m'avez prêtée dans le cadre de cet exercice. Je profite de l'opportunité pour vous transmettre une main chaleureuse et tous mes chaleureux sentiments de gratitude. Et gratitude également à monsieur le directeur de cette recherche, professeur Fauré, qui a bien voulu y associer. Je dirais également un mot très gentil de la part de monsieur le professeur Abolia, qui est dans son université et qui a été prêté au ministère de l'Enseignement supérieur. Merci à monsieur le professeur Barbeau, dont c'est la deuxième à la dernière, en tout cas, à présence dans le jury des étudiants qui sont en quête de soutenance à l'université de Douala. Monsieur Okala Eboué, vous êtes le bienvenu. Les prédécesseurs ont presque tout dit, tant au niveau de la profondeur de la recherche qu'au niveau d'un certain nombre de richesses qui seraient logées dans ce travail. Je m'intéresserai davantage aux questions d'ordre épistémologique. Et parlant des questions épistémologiques, Monsieur le Président, vous allez m'autoriser à rendre cet exercice interactif entre le candidat et moi. Je vais le faire à travers 5 considérations. La première considération a trait à cette préconisation du cadre à travers les précautions, les préjugés, la distanciation. Toute recherche implique une attitude de rigueur dans le choix des catégories, dans le choix des outils. Monsieur Okala Eboué, après vous avoir lu et relu, je note première constatation. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de la neutralité axiologique au sens de Max Weber en rapport avec votre travail? Je voudrais bien que les échanges soient interactifs et vous pouvez directement répondre. Monsieur le professeur, la neutralité axiologique renvoie comme ça au fait que le candidat doit se détacher des préoccupations subjectives. C'est pourquoi dans mon exposé, j'ai dit que le travail faisait un effort, pas seulement un effort, mais s'inscrivait dans une logique d'objectivité, même si un travail scientifique n'agrée pas à 100% l'environnement, à la conjoncture du candidat, mais le souci ici est d'arriver à un maximum d'objectivité. L'environnement et la conjoncture du candidat. Justement, on note cette présence remarquée et prononcée dans l'élaboration de votre problématique qui, à la limite, est provocatrice et jugée et nimbée d'un certain nombre de jugements de valeur. Quelle différence faites-vous entre jugement de valeur et jugement de fait? Monsieur le professeur, mon objectif n'est pas de mettre des jugements de valeur. Effectivement, je voulais contribuer à
au renforcement de la science sur la question du système de sécurité au Cameroun. Ça, c'est sans porter atteinte à la nature de l'État. Mais la réalité, mon souhait n'a pas été, mon mission n'a pas de provoquer, de crier la polémique, mais c'est de contribuer simplement à la science. Parce que l'histoire de notre pays nous apprend un certain nombre de. Alors, j'en veux pour preuve un petit indicateur. Votre document à la page 219. En fait, ce qui est effarant. Parce qu'il y a 218, il y a 200. N'est-ce pas, du discours prémonitoire de M. Aïdjo de placer, de continuer à maintenir au Cameroun sous certaines obligations. Plus grave encore, lors de votre propos liminaire, vous avez semblé dire que le système de sécurité camerounais peine dans une nuit noire. Et ce système fera mieux de sortir de cette nuit pour entrer dans la gouvernance démocratique. Pour vous, la gouvernance démocratique est renvoyée à Bogota. C'est un objectif que nous devons atteindre. Comme dans la plupart des pays démocratiques qui intègrent les notions de participation, qui intègrent la satisfaction du citoyen usagé dans l'offre du service du bien public de la sécurité, de la défense de la sécurité. Alors, si je reviens également à la dimension paradigmatique de votre travail, vous dites problématique, d'accord. Vous sortez par une question, hypothèse, 3 hypothèses. Alors, si par hypothèse il faut entendre les réponses anticipées aux questions, vous avez formulé combien de questions pour répondre à ces différentes questions? Vous avez formulé combien de questions? Une question. Une seule question. Vous avez répondu 3 fois. Vous voyez qu'il y a un problème d'équilibre. Comment percevoir la démarcation entre un travail scientifique structuré autour de la thèse de doctorat en termes de démarche suivant l'esprit scientifique de Bachelard, c'est-à-dire observation et déduction, démarche hypothético-déductive et essai. Monsieur le professeur, le sujet, les questions qui concernent la défense de la sécurité sont très souvent placées sous le sceau du secret. Et donc, de ce point de vue, soit on est un acteur de l'intérieur et on peut parler d'autorité, et soit on est un acteur de l'extérieur et on procède avec prudence en émettant des hypothèses et en procédant à des déductions qui sont appelées à être vérifiées par la consultation des ouvrages, par des discussions avec les acteurs. Donc, de ce point de vue, le sujet en lui-même, comme l'a dit mon directeur à l'entame dans son propos, nous impose cette démarche. On ne peut pas créer une autre démarche que celle-là dans le contexte où le sujet est controversé, compliqué à traiter, en raison du caractère essentiellement secret. Vous avez parlé de position. Pouvez-vous répondre en rapport avec votre travail à la question 7? Quelle différence faites-vous entre politologue et politicien? Le politicien, c'est un acteur de la politique, c'est un entrepreneur politique. Donc, si ce n'est pas au quotidien, mais c'est très régulièrement une activité qu'il mène de manière régulière. Par contre, le politologue, c'est un producteur scientifique. Sa production s'adresse sur une approche, une démarche épistémologique pour, permettez-moi la pour produire un contenu scientifique sur les questions politiques, sur les questions d'actualité, sur les questions sociales. Donc, il y a bel et bien une démarcation entre politologue et politicien. Quelle est votre position? Ça, c'est le politologue qui parle maintenant, qui essaie de traiter d'une question sociale. Alors, chez Bonnet,
À maintes reprises, vous êtes revenu sur la figure hégémonique du chef de l'État en ce qui concerne la posture du dernier mot au regard du système de sécurité camerounais. Vous-même, vous avez dit que l'article 9 de la Constitution lui confère une telle posture. On est d'accord? Pourquoi donc, quand le chef de l'État utilise ses prérogatives constitutionnelles, vous pensez qu'il devrait consulter? J'ai dit, monsieur le professeur, que la Constitution dit que le président lui peut consulter. Que ce que là a compétence, dans ce cas, le président a compétence, le Parlement, le président a compétence liée. Et comme nous sommes dans un environnement démocratique, multipartiste démocratique, avec des pouvoirs qui doivent s'auto-contrôler, il y a lieu de dire que la prééminence du président de la République encadrée, l'existence du pouvoir judiciaire permet d'encadrer cette prééminence, l'existence du pouvoir législatif permet d'encadrer avec ces mécanismes cette prééminence. La prééminence n'est pas absolue. Elle n'est pas, c'est pas le chercheur que je suis qui la conteste, c'est d'abord les dispositions de la Constitution qui permettent, en mettant en place des pouvoirs qui sont équilibrés, le contrôle de cette prééminence. Pourquoi voulez-vous équilibrer ce que la Constitution n'a pas permis? À supposer que vous êtes hostile à l'ordre établi. D'accord? Est-ce que l'hostilité prononcée à l'égard de l'ordre établi, donc j'imagine, est une attitude scientifique? Monsieur le Président, c'est la Constitution du 18 janvier 1996 qui a établi le pouvoir législatif et judiciaire à côté du pouvoir exécutif. Donc, de ce point de vue, il est établi qu'effectivement, l'élection de ce pouvoir a imposé dans la configuration politique des contre-pouvoirs permettant à un pouvoir de ne pas être prééminent sur les autres. Monsieur Boni, la scientificité de cette recherche pose problème. Prenez votre document à la page 480. Vous y êtes. 87. Soit la même version. Je suis à la table de la tienne. 487. Non, table de la tienne, pas bibliographie. Alors, vous dites, voici votre champ, vos champs disciplinaires que vous avez compris. 486 plutôt, il y a 486. Vous dites, la science politique, le droit public, l'analyse juridique, les domaines de défense, de sécurité, la sociologie. Question. Quelle est votre filiation disciplinaire? Je me situe dans une perspective d'interdisciplinarité, de syncrétisme scientifique, en raison de mon parcours historien, d'une formation en gouvernance sur le management public et enfin d'un travail sur les politiques publiques en sciences politiques, en gouvernance sur la politique publique. Je retiens que vous êtes un apatride scientifique. Autre chose, vous dites, vous allez convoquer un certain nombre de modèles. Je cite, les paradigmes réalistes, paradigmes constructivistes, paradigmes institutionnalistes, paradigmes systémiques et enfin les politiques publiques. Alors, vous avez utilisé quelle boussole méthodologique? J'ai parlé de méthodisme méthodologique en raison de ce que les questions de défense et sécurité ne peuvent pas se traiter de manière partielle, elles doivent se traiter de manière holistique, de manière totale. D'accord, je veux bien. Mais quand vous convoquez un portail d'approche méthodologique, vous sans toutefois indiquer le niveau d'articulation
compréhension de la portée heuristique de toutes ces approches, qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Que vous n'avez pas de l'écoute? Non, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, la question, c'est qu'un État ne se construit pas, la question de la ne se construit pas à partir d'un seul paradigme. Elle se construit à partir de plusieurs paradigmes, parce que c'est plusieurs approches qui permettent de mettre en place une politique publique. Quel est le paradigme dominant en ce temps? Le paradigme dominant ici peut être le réalisme. D'abord. Le réalisme. Par ordre d'importance, où est la politique publique dans ce travail? La politique publique dans ce travail se situe dans l'élaboration de politique publique, dans l'évaluation, dans la mise en œuvre, dans le suivi évaluation. C'est des objectifs à atteindre. Parce que partout d'ailleurs, c'est comme ça qu'un État met en place des politiques publiques. Alors, l'une des approches qui de plus en plus transparaît dans les travaux récents de politique publique, c'est les transferts services. Et quand vous faisiez la comparaison entre la France et le Cameroun, je me serais attendu à ce que vous mobilisiez ces deux pays. Vous y êtes passé très vite et vous avez conclu au mimétisme institutionnel. Est-ce que véritablement on peut parler de mimétisme institutionnel s'agissant du système de sécurité camerounais qui n'existe pas d'après vous? Il y a eu une évolution en France, mais qui n'a pas pris corps chez nous malheureusement. Mais dans la conception, on a pu affaire à un mimétisme qui malheureusement n'a pas continué à exister avec l'évolution d'une part de la France et d'autre part du Cameroun. Mais dans la conception, dès le départ, il y avait un mimétisme. Notamment, il faut savoir parler du régime politique. L'ancianisme est un exemple de ce mimétisme. La centralisation est mimétique. En France, quand on observe la constitution du Cameroun et la constitution de la France, et les critiques qui sont faites par les observateurs, le président français, en matière de défense et sécurité, se comporte un peu, je veux plus dire le président camerounais se comporte un peu comme le président de la France. C'est-à-dire que c'est prévu dans la constitution qu'il faut associer le Parlement à des décisions en matière notamment d'appel à la guerre, mais très souvent le Parlement français subit la décision du président français d'aller s'engager dans un théâtre. Monsieur enfin, quand vous embrassez tout, est-ce que la quotidiennité est synonyme d'érudition? Monsieur le professeur, chez les anglo-saxons, on parle de public policy. C'est pas que c'est la police, c'est pas le fait d'embrasser tout, mais la démarche politique fait qu'il faut regarder plusieurs approches pour pouvoir produire quelque chose de pertinent. Enfin, votre travail, une thèse ou un essai? Je me suis efforcé de produire une thèse sur ça. Monsieur le Président, la messe est loin d'être dite. Je vous remercie. Eh bien, vous pouvez continuer, monsieur le professeur. J'y réagirai en temps de votre. Merci, monsieur. Ok. Monsieur Okala, ça va? Vous êtes encore vivant? Mais je ne vous vois pas vivre là, monsieur Okala. Vous êtes vivant là? Ça va? Ok. Mais je voudrais d'abord expliquer une chose que je ne peux pas laisser passer. Une chose que vous avez répétée au moins 4 fois. Vous dites que d'abord on dit de la Constitution et depuis janvier 1996, c'est pas vrai. Le Cameroun n'a pas une loi constitutionnelle qui modifie la Constitution du 2 juin 1972. Et contrairement à ce qui a souvent été dit,
ce n'est pas le volume des éléments modifiés dans la Constitution qui justifie l'avènement d'une nouvelle Constitution. On peut changer toute la Constitution, mais à partir du moment où l'on utilise les procédures de la révision constitutionnelle, l'on est dans une révision constitutionnelle et le texte qui en découle est forcément non pas une constitution, mais plutôt une loi constitutionnelle. C'est pour cela d'ailleurs que le doyen Tuki parlait de révision totale. Donc je ne voulais pas laisser passer ça. Comme je ne laisserai pas passer le fait que vous disiez que non, dans notre constitution, on dit que le président peut. Et que le verbe pouvoir qui est utilisé ici n'exprime pas une faculté, mais plutôt une compétence. Ça là, M. Okala, c'est vous qui l'avez fabriqué. En droit, le verbe pouvoir exprime la faculté. Ça veut dire qu'il peut. Non, il peut comme il ne peut pas. Il n'est donc pas obligé de le faire. De ce point de vue, je voulais vous dire que je ne suis pas absolument d'accord avec vous, je ne le serai d'ailleurs jamais, quant à ce qui concerne l'interprétation de cette disposition constitutionnelle qui constitue, j'allais dire, l'épine dorsale de votre thèse. Parce qu'en réalité, vous nous démontrez que comme en France, et depuis l'époque coloniale, pour ne même pas dire que conformément au principe de l'époque coloniale, la politique de défense est, confisquée, c'est le mot, confisquée par le président de la République. Et cela fait que vous soyez effarés. Vous êtes même stomaqués. M. Okala, dans quel pays est-ce que la politique de défense appartient au président? Quel que soit le pays, d'ailleurs en matière, j'allais dire aux États-Unis, il y a une obligation pour le président de la République lorsqu'il y a, et j'insiste bien, agression étrangère. Il saisit le Congrès. Mais dans la réalité, rarement il a saisi le Congrès. Et parfois il a saisi le Congrès en régularisation. Donc, de ce point de vue, je pense que vous avez des politiques, et j'allais dire des propos assez extrémistes, qui, je pense, trahissent l'arrière-pensée, le présupposé idéologique qui irrigue l'ensemble de votre thèse, du début comme à la fin. Nous y reviendrons tout à l'heure, M. Okala, qu'il me soit d'abord permis de sacrifier aux formalités de civilité. Et à cet égard, je dirais que c'est un plaisir d'être ici à l'occasion de cette fameuse, entre guillemets, thèse. Votre thèse est devenue fameuse pour des raisons que chacun sait et peut-être que chacun se construit. Et à l'occasion de cette soutenance, je dis au professeur Tangueux, qui est mon ami de longue date, je me souviens que nous étions à Bordeaux ensemble. Et à l'époque, je savais déjà qu'il était militant du RDPC. Et il m'y a quelque peu entraîné. Sauf que j'ai quand même plusieurs évolué plus vite que lui, là-dedans. N'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, il ne rêvait que d'être délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Bafoussam. C'était son rêve d'étudiant. Au point que quand nous préparions le concours, il me disait, toi prépare, vas-y, tu auras l'agrégation, c'est sûr. Mais je te donnerai des petits marchés de consultation et tu me rétrocéderas 10%. C'était cela nous là, lorsque nous étions à Bordeaux, et l'autre
notre amitié très sincère, très profonde, jusque-là. Je ne dirai pas grand-chose du professeur Alain Fauguet, de peur que certains me taxent de NR6. Parce que c'est devenu bizarre. Il suffit d'être un peu en hauteur et on dit oh, du MRC, c'est pour cela qu'il soutient au Canada. Un peu comme si c'était une maladie d'être du MRC. Je ne mettrai pas non plus beaucoup de temps autour de mon frère Aboya Manassé. Lui, on l'a tout dit ici, il s'est toujours levé quand il s'agissait d'aller aider un Camerounais. Et ça, monsieur le professeur, je n'ai pas de commentaire à cela. Le professeur Benedou, que je découvre avec beaucoup de plaisir à l'université de Blois, je le connaissais avant. Mais j'allais dire que j'entre un peu plus dans sa personnalité pour découvrir sa profondeur depuis que je suis à Douala et c'était un plaisir de travailler avec lui. Quant à vous, M. Okala, je vous remercie de nous donner l'occasion de discuter, d'échanger sur un sujet aussi important que celui-là. J'estime que ce sujet est choisi sur la base de raisons, à mon sens, très pertinentes. Il était bon que l'on s'interroge, justement, sur l'adéquation, moi je n'aurais pas dit du gouvernement démocratique, on va y revenir, sur l'adéquation entre les exigences de la démocratie, d'une part, et de l'autre, celle de la défense. Les deux sont nécessaires. Non seulement l'État doit assurer sa défense, mais en même temps, il doit l'assurer dans le cadre démocratique. Il fallait donc que quelqu'un réfléchisse, qu'il voit à quel niveau le régime camerounais a mis le curseur. Parce que c'est une problématique de tous les instants et de tous les contextes. Les débats ont lieu sur ce point. En France, la France que vous admirez, M. Okala, il y en a qui se sont demandé, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une dérive autoritaire de l'État lorsque l'on se trouve en période de défense nationale accrue? Donc, c'est un problème de tous les milieux, un problème de tous les instants. Il était bon qu'un Camerounais s'intéresse à la question. Donc, pour ma part, il s'agit d'un sujet pertinent. Même si nous y reviendrons, j'ai des choses à dire sur un certain nombre de points. Je trouve que le sujet était pertinent. Je trouve que vous avez proposé une thèse en raison des éléments constitutifs d'une thèse, un sujet, une problématique, un plan, une démonstration que vous vous efforcez de faire. Et parce que vous avez satisfait à ces exigences, M. Okala, je pense que vous nous présentez une thèse. Et c'est parce qu'il s'agit d'une thèse que nous sommes là pour l'apprécier. Les qualités dont vous avez fait montre, à mon sens, se déclinent en deux mouvements. D'abord, vous êtes un pédagogue. À vous lire, on voit quelqu'un qui a le souci de l'explication, le souci de la simplicité. Vous n'avez pas versé dans, j'allais dire, l'excentricité sémantique que l'on connaît souvent, que certains politiciens adorent. Parce que la science politique, pour certains, c'est l'occasion de fabriquer des mots. Et donc, vous avez échappé à cela. Vous avez essayé de rester classique. C'est-à-dire en utilisant les termes consacrés qui ont une signification.
Et je pense que pour cela, vous avez fait montre de pédagogie. Et vous avez également une autre qualité que j'ai cru voir, c'est cet esprit de fouineur. Vous fouinez partout. Monsieur Okala, on ne fouine pas partout. Mais vous êtes allé partout, vous avez trouvé tous les détails. Ce qui fait que votre travail est marqué par un grand pointillisme, ce sens du détail. Parfois le détail qui peut me mettre en comprendre ou alors interpréter contre vous. Nous prendrons des exemples tout à l'heure. Donc, lorsqu'on regarde votre thèse, elle me semble révéler un esprit de pédagogue, un esprit de détail, un pointillisme qui est important en matière de recherche. Voilà ce que je peux dire du bien. D'abord, un bon sujet, en ce sens qu'il est pertinent, l'objet est pertinent. Ensuite, un travail de thèse selon les éléments que j'ai énoncés tout à l'heure, à savoir le sujet, la problématique, le plan, la démonstration, ainsi de suite. Ensuite, vous faites un effort pour au moins vous accrocher, pour crédibiliser vos résultats à travers une méthodologie que vous-même vous avez appelé syncrétisme méthodologique. Mais là, vous m'avez énervé. Me dites syncrétisme méthodologique. Nous allons y revenir. Nous en discuterons au plan scientifique et vous allez m'expliquer en quoi le syncrétisme méthodologique était nécessaire dans l'approche de ce sujet. Surtout que vous avez utilisé des méthodes très voisines. Le constructivisme, la théorie réaliste. Ensuite, vous allez chercher dans l'analyse systémique. Je me demande pourquoi vous n'êtes pas allé même dans l'analyse fonctionnaliste et même au structuro-fonctionnalisme. Pourquoi pas? Parce que finalement, vous avez parlé d'un bouillon, parce que ce que vous appelez syncrétisme méthodologique, c'est un bouillon méthodologique, un peu comme le bouillon que l'on mange tous les soirs. Je ne dirais même pas bouillon, c'est ce qu'on pourrait appeler dans les restaurants un peu de tout. Vous arrivez, vous dites un peu de tout, on mélange de l'haricot, et de manioc, et le poisson, et le riz, et le blanc d'air, tout ça. Je sais que vous avez de l'appétit, mais ce dont nous parlons ici, c'est de l'appétit académique. Parce que cet appétit académique vous a amené à aller chercher un peu partout. Nous allons discuter méthode par méthode sur l'opportunité de l'utiliser dans le cadre de ce sujet. Mais commençons par le début, M. Okala. D'abord, votre sujet. Moi, je n'ai pas aimé sa formulation. Vous dites, et le professeur Koyala l'a relevé tout à l'heure, vous dites le système de sécurité camerounais à l'épreuve de la gouvernance démocratique. Très bien. Pourquoi pas le système camerounais de sécurité? Pourquoi le système de sécurité camerounais? Vous aurez un peu répondre à cette question, parce que l'idée qu'il y a derrière est différente selon qu'on parle de système camerounais de sécurité ou de système de sécurité camerounais. Il faudra qu'on en parle. Ensuite, M. Okala, vous avez utilisé l'expression à l'épreuve. C'est une approche très militaire. C'est-à-dire que vous avez regardé, vous avez posé deux objets qui s'affrontent et vous prenez déjà parti pour l'un. Parce que quand vous dites le système camerounais à l'épreuve de la gouvernance, ça veut dire que vous êtes situé du côté du système camerounais et vous l'opposez à la gouvernance démocratique. Enfin, M. Okala, vous savez, on utilise beaucoup de mots en politique.
même dans le domaine scientifique. Moi, je n'ai jamais compris ce qu'on appelle gouvernance démocratique. Peut-être que vous allez me l'expliquer. Je suis un juriste. Gouvernance démocratique, ça ne veut rien dire. Absolument rien. Puisque la gouvernance peut être bonne, elle peut être mauvaise. Pourquoi ne pas parler de bonne gouvernance démocratique? Là encore, il y a une orientation. Mais lorsque vous dites gouvernance, l'on s'attend logiquement à ce que vous parliez soit de la mauvaise gouvernance, soit de la bonne gouvernance. Mais dès lors que vous dites la gouvernance, vous avez utilisé une expression neutre, une expression qui ne veut rien dire strictement. Parce que même les principes que vous avez énoncés de la gouvernance démocratique, ce ne sont pas les principes de la gouvernance démocratique, ce sont les principes de la bonne gouvernance démocratique. Et il y a une différence. Ça veut dire que votre sujet déjà, moi en y réfléchissant, je me suis demandé même si ce sujet-là était faisable. Parce que si l'on considère les choses de la façon la plus objective, d'abord, pourquoi créer un affrontement? Parce que c'est une création. Vous créez un affrontement, vous construisez un affrontement entre le système de sécurité et ce que vous appelez la gouvernance démocratique. Et je vais vous dire, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il était possible de vous départir de certains présupposés idéologiques et poser le sujet de manière neutre. Par exemple, système camerounais de sécurité et bonne gouvernance démocratique. Le sujet dans ce cas est incolore, inodore, sans saveur, il est neutre, et c'est lorsqu'on y entre qu'on voit les orientations. Parce que le sujet, c'est une porte qui donne à une thèse qui est elle-même vaste, avec des rebondissements de situation. Donc vous avez orienté idéologiquement votre sujet. Et ça, à mon sens, ce n'est pas à votre crédit. Nous sommes au niveau du sujet, de la formulation du sujet. Allons plus loin. Regardons votre problématique. Elle est énoncée à la page 43. À la page 43, vous dites, juste une seconde, quelle corrélation, votre problématique, quelle corrélation existe-t-il entre l'évolution politique agitée du Cameroun et le niveau de mise en application de la gouvernance démocratique et le niveau de mise en application de la gouvernance démocratique, notamment lors de la définition, de l'évaluation et de l'implémentation des politiques de défense et de sécurité. Ce n'est pas possible de faire ce sujet. Ce n'est pas possible de répondre à cette question. Parce que cette question suppose que vous soyez à l'intérieur du système de décision. Et c'est pour cela que je vais vous reprocher, M. Okala, d'avoir formulé une problématique qui vous amenait, qui vous obligeait à utiliser l'approche, la méthode décisionnelle. Vous la connaissez, de creuser, puisque vous êtes à l'intérieur du système. Puisque vous dites, au moment, lors de la définition se fait où? À l'intérieur du système. De l'évaluation, on sort un peu du système. De l'implémentation, on est dans le système. Donc votre sujet, logiquement, vous obligez à être à l'intérieur de la boîte noire, s'il faut parler un peu comme David Easton. Or, vous, au lieu d'utiliser la méthode qui vous permettait d'entrer dans la boîte noire, vous êtes plutôt allé utiliser la méthode en dehors de la boîte, c'est-à-dire l'analyse systémique. L'analyse systémique de David Easton est une analyse qui établit le lien entre la boîte noire et l'extérieur.
le système interne, c'est une boîte noire. On n'y entre pas. Mais vous défiez David Liston en utilisant sa méthode systémique, en entrant dans le sujet, dans la boîte noire, alors que dans la théorie du début, Liston dit on ne peut jamais savoir ce qu'il y a dedans. Quelle est donc la méthode qui vous aurait permis d'aborder ce sujet qui vous obligeait à entrer dans le système? Ce n'était certainement pas l'analyse systémique. Parce que l'analyse systémique, elle, c'est à l'extérieur. La boîte noire, on n'y entre pas, mais on regarde les relations, les inputs, les outputs. Donc, sur ce point, la formulation de ce sujet me posait quelques problèmes. Ensuite, vous parlez de l'évolution politique agitée. C'est un jugement de valeur, mon frère. Qui a dit que c'était agité? Où avez-vous vu l'agitation? Il y a eu le problème de l'UPC, 1950, 1960, avec quelques soubresauts, jusqu'à 1972, d'accord. Il y a eu, toujours pour entrer dans les considérations d'ordre historique, il y a eu les mouvements de libéralisation et de démocratisation, d'accord. D'ailleurs, on n'en parlait pas beaucoup. Mais pour une histoire qui commence au Cameroun en 1884, le 12 juillet 1884, avec la rébellion de Sawa, au niveau du plateau Jos, et les questions qu'on soulevait au nord, voilà on appelle, 1884, 2020, ça fait combien d'années? Je n'étais pas très fort en mathématiques, mais c'est déjà plus de 100 ans. Avec à peu près 10 à 15 ans de petits problèmes. Ah, je ne dirais pas petits problèmes, de problèmes. On n'appelle pas ça une évolution agitée. Ça veut dire qu'à mon avis, il y a un petit excès. On pouvait rester neutre encore et objectif en disant au regard de l'évolution politique. Mais la question qui se pose ici, c'est que vous parlez d'évolution politique, mais cette évolution politique, on ne la voit pas dans votre sujet. Votre problématique et votre sujet ne sont donc pas en harmonie. Vous avez parlé dans votre sujet du système de sécurité camerounais qui est à l'épreuve de la gouvernance démocratique. Ça veut dire que même si vous ne l'avez pas clairement déterminé, votre sujet est temporellement situé, c'est-à-dire à partir de la date de mise en œuvre de la gouvernance démocratique. Or, cette gouvernance démocratique date des périodes de libéralisation et de démocratisation. Nous sommes là à la fin des années 80, au début des années 90. Donc, ce que vous avez dit sur l'UPC, vous lui avez consacré des chapitres, on va y arriver. Pour moi, ça n'était pas pertinent. Parce que le sujet parlait de gouvernance démocratique. Vous pouviez faire l'histoire de la gouvernance démocratique et démontrer que cette gouvernance démocratique-là commence à une certaine période. J'ai également un parcours scientifique juriste. Le système Juriste-chercheur. Avec la gouvernance démocratique, j'allais dire le positionnement terminologique vous obligeait à une limitation temporelle de votre sujet en raison de la date de survenance de la notion de gouvernance démocratique, qui est moderne, tout le monde le sait. Elle date des années 90, la Banque mondiale, les institutions internationales de manière générale nous ont obligés à reprendre cela. Mais en général, on les a même repris, cette notion. Mais combien de fois les textes camerounais parlent de gouvernance démocratique? Il faut chercher. Pas beaucoup, hein? D'où la pertinence du choix du concept de gouvernance démocratique. Parce que nous sommes
au Cameroun et la science politique camerounaise ambitionne d'étudier la question sur la base de la réalité camerounaise. Une réalité réelle, mais pas surfaite. Là, nous sommes encore au niveau non seulement du sujet, mais également de la problématique. Monsieur Okala, si vous voulez bien, nous y revenons. Vous avez parlé de contexte de conservatisme. Bon, on peut appeler ça comme ça. Vous l'appelez comme ça. Moi, je ne dirais pas ça. Non pas parce que j'ai peur de le dire, mais simplement parce que je ne le pense pas. Lorsqu'on parle de mouvement de libéralisation, les amis, ça ne se fait pas en un jour. C'est un processus construit, pensé. Et bien sûr, à chaque moment, on peut déceler des traits de conservatisme qui sont d'ailleurs normaux. Vous savez que la démocratie française dont on parle aujourd'hui, mais sa construction date de 1789. C'est-à-dire celle que nous admirons aujourd'hui, c'est 1789. Aux États-Unis, c'est depuis la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. Et nous sommes là, nous, c'est depuis quand? C'est 1990. Je ne sais pas ce que nous avons fait à Dieu. Il aurait pu nous faire naître en 2900 pour qu'on voit le Cameroun déjà à un niveau de démocratie très avancé. Mais il nous a punis, M. Okala, vous et moi, pour que nous soyons là en 2020 et qu'on voit la démocratie naissante. Non pas la démocratie, mais la démocratie naissante. Je ne suis pas d'accord. Parce que cette démocratie est malade, elle a mal au Camerounais. Comme on a mal aux dents. Ce n'est pas une question, c'est une question collective qu'il faut régler. Mais je sors de cet aspect de la chose. Allons à votre plan. Monsieur Okala, moi ce plan, je ne l'ai pas aidé. Vous faites d'abord, il n'y a pas de parti. Vous avez fait des titres. Là encore, on peut laisser passer. Mais vous faites tout un premier titre sur les pro-économie. Non. En Sciences Po, ça ne se fait pas. Que vous utilisiez toute une partie pour des pro-économies. Mais les pro-économies, c'est quoi? Ce n'est même pas l'introduction. Ce sont des préalables. Et vous faites un plan en trois parties, avec d'abord les pro-économies. Ensuite, dans la deuxième partie, vous parlez de la répression de l'UPC. Et la répression de l'UPC, chacun le sait et je viens de le dire, n'avait pas de place là. Parce que vous parliez du système à l'épreuve de la gouvernance démocratique. À l'époque de l'UPC, il n'y avait pas de gouvernance démocratique. En tout cas, ce n'était pas un principe reconnu par la communauté internationale comme devant structurer le comportement des régimes politiques. Et à la troisième partie, vous parlez des défis de la gouvernance démocratique. Ça veut dire que pour moi, vous avez le gouverneur Roland Pré interdit l'UPC et l'ensemble de ses organisations annexes. Là-bas, à cette époque, on ne parlait pas encore de gouvernance démocratique, le terme ayant été introduit dans le vocabulaire politique et juridique dans les années 80, fin années 85, début années 80, fin années 80, début années 80. Donc, lorsqu'on observe l'évolution des choses, l'on se pose la question, M. Okala, pour moi,